il y a des dessins animés qui traversent les générations sans perdre de leur force, et Le Roi Lion en fait partie. On analyse ça ensemble aujourd'hui dans Pop Culture et Psycho. À première vue, Le Roi Lion, c'est une histoire qui est assez simple. C'est l'histoire d'un lionceau qui va devenir roi. Il est destiné à devenir le chef du royaume des lions. Et finalement, il est confronté à la mort de son père, il est confronté à l'exil, et puis il revient pour reprendre sa place sur le trône. Pour autant, cette histoire, elle va mettre en scène des expériences psychiques qui sont communes, qui sont universelles, malheureusement pour certaines. Il y a l'amour parental, il y a la rivalité fraternelle, le sentiment de culpabilité, le deuil, bien sûr, et surtout la construction de l'identité. Parce que c'est de ça que parle Le Roi Lion. D'un point de vue psychanalytique, ce film il peut être vu comme le parcours d'un enfant, d'un sujet qui est confronté donc à la peur, à la perte, au deuil, à la honte, et il doit passer par différentes étapes pour devenir lui-même. Ça raconte en fait un processus de maturation psychique. C'est un processus qui a été décrit notamment par Freud dans tous ses travaux sur le deuil, qui a été aussi décrit beaucoup par Donald Winnicott quand il va parler du développement du self, du moi profond. Petite chose intéressante à voir, c'est que quand on regarde Le Roi Lion, dès sa sortie, il y a eu un sentiment de familiarité qui a été ressenti par beaucoup de spectateurs, qui a été verbalisé. Et en fait, c'est pas un hasard, c'est parce que l'histoire du Roi Lion, c'est une histoire très classique. Elle reprend des structures qu'on retrouve dans des mythes très anciens, dans des contes, dans des tragédies grecques. L'histoire du roi assassiné, l'histoire de l'héritier en fuite, le royaume qui est dans un désordre complet et du coup le retour du roi qui est nécessaire pour rétablir l'équilibre. Tout ça, ce sont des thèmes très classiques et donc ce récit il s'inscrit dans une tradition narrative, une tradition qui est ancienne et je pense que c'est pour ça aussi que ça résonne aussi profondément en nous. Au début du film, Simba, c'est un petit enfant, il vit dans un univers qui, forcément pour lui, est simple et coloré, il est très structuré ce monde, il a des règles simples, il ne faut pas aller là où il y a de l'ombre, tout le reste c'est ton territoire, tu as le droit de t'y amuser. Ce monde pour lui est très sécurisé, il y a la figure paternelle qui a une place centrale, le personnage de Mufasa, le roi, il est à la fois très protecteur, il est admiré, il est idéalisé par son fils, ce qui est normal. Et pour l'enfant qui est Simba, le monde semble très stable, très prévisible, très joyeux, très rigolo. Et en plus, on lui dit qu'après, ce sera pour lui. C'est-à-dire qu'il est promis à un avenir exceptionnel, il va être le roi. Donc, super. Cette période, ça correspond à ce qu'en psychanalyse on décrit comme un moment de narcissisme primaire et un sentiment de toute puissance qui est tout à fait normal chez les enfants. L'enfant, quand il naît, il découvre le monde dans lequel il vit et plus il va grandir, plus il va petit à petit intégrer les limites, comprendre les dangers réels. Mais en fait, au départ, il a l'impression d'être le centre du monde, et pour lui, il n'y a pas vraiment de danger, puisque ses parents sont tout-puissants, il est tout-puissant, et les limites, il peut jouer avec. Et c'est normal, c'est un processus normal chez les enfants. Rappelez-vous de la scène quand Simba chante « Je voudrais déjà être le roi », être roi pour faire ce que je veux. Ça, c'est un fantasme typique de l'enfance, le fait que quand on sera grand, on sera libre, on pourra faire ce qu'on veut, il n'y aura plus de règles qui s'appliqueront à nous. Spoiler alerte, c'est pas vrai. Mais bon, c'est tout à fait représentatif et c'est ça qui est très chouette dans Le Roi Lion, mais dans la plupart des dessins animés Disney, c'est que ça correspond très bien en fait aux étapes de développement d'un jeune enfant. De son côté, Mufasa, lui, il incarne ce qu'on appelle la fonction paternelle au sens symbolique. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de dire qu'un père, c'est forcément un homme cisgenre, pas du tout, mais il se trouve que là, oui, il incarne vraiment la loi, les limites. Il rappelle à Simba qu'il y a des frontières, il y a des territoires où il n'a pas le droit d'aller. Cette fonction paternelle, je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, pour Freud, elle est essentielle. C'est ce qui va permettre à l'enfant, petit à petit, de sortir de son illusion de toute puissance et d'entrer dans un monde social où il y a des règles et où il faut s'adapter pour faire partie du groupe. On n'est plus le centre du monde avec tout qui gravite autour de nous.
Un point qui est intéressant à voir, parce qu'on en a beaucoup entendu parler après la sortie du Roi Lion. Euh, Beaucoup de gens ont fait le rapprochement entre l'histoire du Roi Lion et les histoires shakespeariennes de manière générale, notamment Hamlet. Le fait que ce soit une grande tragédie avec un oncle qui assassine pour pouvoir prendre le trône, le fils qui aurait dû être le roi, qui s'enfuit et qui finalement revient, fait face à la vérité et reprend le trône par la force. Bon, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une filiation narrative, culturelle. Ça renforce en fait la dimension assez tragique de cette histoire, mais finalement des histoires où on parle de pouvoir, de loyauté et de filiation, c'est quelque chose qui est juste central dans la plupart de nos histoires occidentales. Il suffit de voir l'histoire avec un grand H pour voir que l'histoire de la notion de filiation, et notamment filiation au sens premier du terme par les fils, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la culture occidentale. Regardez l'histoire française. Donc forcément là-dedans, le personnage de Scar, c'est l'éternel numéro 2, voire même numéro 3 finalement après la naissance de Simba. Il représente Scar la face sombre de la filiation. Parce que comme il est le frère de Mufasa, il est sûr de ne pas être le roi. En tout cas, avant la naissance de Simba, il n'était que numéro 2. Pour pouvoir devenir le roi, il faudrait que son frère décède. Et puis voilà que son frère, le roi, a un fils. Bon bah là, du coup, Scar, il est encore plus relégué à une autre place. Il est le numéro 3 maintenant. Et donc il y a ce ressentiment qui est très palpable dès les premières secondes où on voit ce personnage, ou du moins les premières secondes où il s'exprime. Ce ressentiment, en psychanalyse, ça va être décrit comme une blessure psychique narcissique. Clairement, on voit qu'il n'aime pas cette place de numéro 3, il veut être admiré, il voudrait être reconnu, il ne supporte pas de ne pas être légitime, en fait, au trône. Moi, ça me fait penser aux théories de Mélanie Klein qui parlent de l'envie. L'envie, pour elle, c'est non seulement le désir de posséder ce que l'autre a et que je n'ai pas, mais c'est aussi le besoin de détruire ce que l'autre possède, parce que c'est insupportable pour moi de le voir heureux, de le voir privilégié. Et ça cadre très bien, je trouve, avec le personnage de Scar, parce que non seulement il veut devenir le roi, mais il veut aussi détruire Simba, il veut détruire Mufasa, il veut anéantir toute la lignée, comme si le simple fait, en fait, que Simba vive encore, ça lui rappellerait sa propre frustration et sa propre position de subalterne qu'il n'a pas supportée pendant toutes ces années. Et un autre point intéressant, je trouve, avec le personnage de Scar, qui est très complexe, qui est du coup pour moi un très bon personnage de vilain, parce qu'il n'est pas caricatural justement, c'est qu'il est manipulateur. Il va jouer avec Simba, il va créer une relation de confiance, il va jouer sur son désir de reconnaissance, celui de Simba qui voudrait déjà être roi et qui voudrait déjà être considéré comme un grand. Il va jouer avec ça, il va le manipuler. C'est vraiment des dynamiques de type perversion. Il va utiliser en fait ce qui est normal chez un enfant, c'est-à-dire d'être un être psychiquement fragile. Il va jouer avec ça pour parvenir à ses fins. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas se confronter directement avec Mufasa, parce qu'il perdrait, parce qu'il y a trop d'enjeux pour lui, parce que son ego risquerait d'être touché. Donc il ne prend pas trop de risques à manipuler un petit enfant sans même lui faire de mal physiquement, simplement en jouant avec son émotionnel et en instaurant une relation de confiance. Vient ensuite la scène que tout le monde a en tête, malheureusement, la scène de Mufasa qui, je pense, a été une des premières vraies confrontations avec la mort pour beaucoup d'enfants, parce qu'on l'avait déjà vu dans d'autres dessins animés, hein. On l'avait vu dans Bambi, par exemple, sauf qu'on ne voit pas la maman de Bambi mourir. Il y a une mise en scène qui est tragique, mais on n'est pas directement confronté à la mort, on la comprend. Pareil dans Blanche-Neige, on comprend que le chasseur était censé tuer
Blanche-Neige, et que finalement il a tué une biche pour pouvoir amener son cœur à la reine. Mais on ne voit pas directement de scène de mort. Et quand on voit la sorcière mourir, la reine déguisée en sorcière, elle ne fait que tomber dans un ravin. Bref, cette scène de la mort de Mufasa, c'est le cœur traumatique du film. Simba assiste à la chute de son père. Il va aller trouver ce corps en essayant de le réveiller. Ça fend le cœur, cette scène-là. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il ne comprend pas la mort. Il est confronté brutalement à la mort, mais il n'y a pas eu de préparation pour lui. Il n'y a pas eu non plus de médiation. C'est ce que Freud appelle une effraction psychique. C'est-à-dire que l'appareil psychique de l'enfant, son fonctionnement psychologique n'est pas du tout mature, il n'est pas capable de comprendre l'événement qui vient de se passer, il n'est pas capable de l'intégrer, de le symboliser sur le moment. Donc non seulement il réalise d'un coup que son père est mort, mais en plus, Scar intervient juste à ce moment-là et lui dit qu'il est le responsable de la mort de son père, que Simba est responsable de la mort de son père. Or ça, le sentiment de culpabilité, il n'a pas eu besoin de beaucoup pousser Simba pour lui faire croire que c'était à cause de lui que son papa était mort. Pourquoi ? Parce que la culpabilité, c'est une réaction qui est très fréquente chez un enfant qui est confronté à quelque chose de dur, et notamment à la perte, encore plus la perte d'un parent, vous imaginez bien. Mais un enfant jeune comme les Simba, il est encore centré sur lui-même, et il peut facilement croire, parce qu'il est encore dans cette illusion de toute puissance, il peut facilement croire que ses pensées, ses actes, ou même ses désirs non formulés, peuvent causer une catastrophe, peuvent être responsables et avoir un impact réel, un impact sur le réel. Et cette culpabilité qui est complètement imaginaire, elle a même une fonction, c'est-à-dire que techniquement, ça va donner du sens à l'événement traumatique qu'il vient de vivre et qui est incompréhensible. Donc d'un côté, de se dire c'est à cause de moi que mon papa est mort, ça donne du sens, c'est moins douloureux que d'être devant cette incompréhension seul, puisqu'il est vraiment seul à ce moment-là face à l'événement et face à toutes ses émotions. Forcément, ça l'enferme aussi dans la honte, dans le silence. C'est pas quelque chose de bon que de s'enfermer dans une culpabilité imaginaire. Le résultat, c'est que Simba fuit parce qu'il a peur des hyènes qui le poursuivent, parce qu'il a peur d'être coupable, et puis surtout parce qu'il se sent indigne de rester chez les lions. Il est persuadé que les siens ne lui pardonneront pas le fait que son père soit mort à cause de lui, et donc il préfère fuir plutôt que se confronter en fait au rejet des siens. Il s'enfuit, il est poursuivi par les hyènes, donc c'est une scène très violente, parce que là il risque lui aussi de mourir, il est confronté d'un coup à sa propre finalité immédiate potentielle, et puis après il se retrouve dans le désert où il est prêt à mourir de soif et de chaud. Cet exil, c'est une rupture très nette avec son histoire, et il est accueilli avec Timon et Pumba. C'est cette petite scène d'exil où il est tout seul dans le désert. Ça permet de faire la transition avec toute la période Hakuna Matata. Timon et Pumba, c'est donc deux copains qui ont une philosophie très basique. On vit au jour le jour, c'est carpe diem, on ne pense pas au passé, on ne se soucie pas de nos responsabilités. On vit dans une espèce de présent éternel idyllique. C'est une posture qui peut sembler très libératrice, c'est très rassurant de se dire on peut vivre dans un monde tranquille comme ça, où tout est léger. D'un point de vue psychique, c'est pas rassurant du tout, c'est plutôt ce qu'on considère comme une stratégie d'évitement. Je vous ai parlé souvent de Winnicott avec son concept de vrai self, faux self. Le faux self, c'est l'espèce de costume qu'on endosse sans même s'en rendre compte pour pouvoir supporter, s'adapter à un environnement. La contrepartie, c'est qu'on se coupe d'une partie de nos émotions et une partie de notre histoire profonde, simplement pour pouvoir survivre dans un environnement qui ne nous accepte pas totalement tel que l'on est. C'est exactement ce qui se passe là pour Simba. Il devient cette espèce de grand insouciant qui mange des insectes et des vers, qui plaisante en permanence. Il se protège en fait, il ne pense même plus à sa culpabilité et à sa douleur.
Bah oui, mais c'est pas leur mode de fonctionnement normal en fait, ne serait-ce que d'un point de vue animal. Oui, un lion peut survivre en mangeant des insectes quand il n'y a rien d'autre à manger, mais en fait, c'est pas normal qu'il soit dans cette situation sur une longue période, et a priori une période assez longue, puisqu'il devient de petit lionceau, il devient un lion adulte. Donc Simba, à ce moment-là, euh, il ne vit pas vraiment, il survit, il fonctionne, mais il n'est plus dans son identité réelle première. C'est très clairement, je trouve, un bon exemple d'un faux self faussement positif. Voilà. On pourrait se dire que dans cette nouvelle vie, il est bien plus heureux, oui, mais il est coupé de lui-même, donc en fait, ça va pas. Et ce slogan Hakuna Matata, c'est vraiment presque à lui tout seul, ce slogan, un mécanisme défensif. C'est comme une injonction au fait de ne pas ressentir de choses qui pourraient être douloureuses, ne pas penser au passé, ne pas se souvenir de ce qui s'est passé. Et donc, s'il y a injonction, alors il y a déconnexion d'une partie de nos affects premiers. Forcément, cette histoire ne va pas durer. Hakuna Matata ne peut pas, le film ne peut pas se terminer là-dessus. Donc, Nala, qui était la copine du même âge de Simba, la belle Nala arrive, elle ouvre une porte, elle crée une faille dans le système défensif de Simba. Elle représente à elle toute seule le passé, la réalité du royaume des lions qui est dévasté. Elle représente aussi une part de Simba qui avait disparu, ou du moins officiellement, elle n'était plus visible dans le quotidien de Simba. En psychanalyse, c'est ce qu'on appelle le retour du refoulé. Vous savez on dit que tout ce qui est mis de côté, tout ce qui est nié, tout ce qui est évité, finit toujours par revenir sous une forme ou une autre. En gros, on ne peut pas mettre le passé sous le tapis en espérant que ça ne nous atteindra plus. Ce n'est pas possible, il revient toujours d'une manière ou d'une autre. Donc là, le retour de Nala dans sa vie, ça rappelle à Simba qui il est, mais ça rappelle aussi les conséquences concrètes de son absence du royaume. Le pays des lions est en ruine, les lionnes souffrent, il n'y a plus d'animaux, tout le monde s'est enfui. Scar est devenu un tyran, il a le pouvoir absolu et il a pris le contrôle sur tout. C'est cette double confrontation en fait qui frappe Simba de plein fouet et qui le confronte à son conflit interne. Soit il continue de fuir pour préserver son équilibre psychique de manière factice, soit il affronte courageusement sa culpabilité, puisqu'à l'époque il est toujours persuadé d'être coupable, il affronte sa douleur, il affronte le regard social pour retrouver sa place, si les autres veulent bien lui donner sa place. Mais forcément il y a un risque à prendre, mais il y a un enjeu derrière. Un personnage dont j'ai pas encore parlé et qui a un rôle important à ce moment-là, c'est Rafiki, le singe qui jusqu'à présent était apparu de manière ponctuelle comme un symbole en fait. Je trouve que Rafiki, il nous permet vraiment d'introduire ce que Gustav Jung, ce dont Gustav Jung parle beaucoup quand il nous parle des archétypes. Pour Jung, les récits sont extrêmement importants parce qu'ils vont mettre en scène des figures universelles qui sont issues de l'inconscient collectif, et c'est ce qu'on appelle des archétypes donc. Et dans cette perspective-là, Rafiki, il peut être pris comme l'archétype du sage, l'archétype du guide, celui qui va accompagner le héros dans une phase de transformation, une transformation intérieure qui lui permet de mieux se comprendre lui-même. Rafiki, il a une place, je trouve, très particulière dans ce récit parce que c'est pas un lion, c'est pas un parent, c'est pas un ami, c'est pas un rival de Mufasa et des lions, c'est pas un père, PAIR, c'est pas un égal. Il est respecté visiblement, mais en fait, il est là pour des cérémonies. On voit qu'il est présent pour une espèce de baptême à la naissance de Simba au tout début du dessin animé. On voit qu'il garde une espèce de trace historique dans son habitation des naissances et des décès. Il agit un petit peu comme une figure de médiation entre le passé, le présent, le futur, une espèce de passeur, en fait, entre le monde des vivants, le monde des ancêtres. Et sa manière d'accompagner Simba
par certains aspects, ça ressemble à la manière d'accompagner d'un psychanalyste. Il ne va pas donner une solution toute faite à Simba. Il va plutôt créer des situations pour que Simba puisse lui-même faire l'expérience d'une prise de conscience. La scène où il montre à Simba son reflet dans l'eau et puis l'image de Mufasa dans les nuages, ça permet à Simba de comprendre que son père n'a pas fait que décéder. Il n'est pas disparu et piouf, d'un coup il n'existe plus et on l'oublie. Il a intériorisé la figure de son père. Et donc cette idée-là, elle va rejoindre la théorie freudienne sur l'identification, le fait que quand on perd un être aimé, alors on peut l'intégrer psychiquement et en faire une part de nous-mêmes, ce qui permet d'avancer sans renier en fait le lien à l'autre qui n'existe plus. C'est ce qu'on appelle l'identification freudienne. Et donc, à ce moment-là, Simba décide de prendre son courage à deux mains et de repartir dans son royaume, un retour physique, géographique, mais c'est aussi un retour vers tout ce qu'il a fui pendant toutes ces années. Sa culpabilité, son passé, la scène physiquement traumatique où son père est décédé. Bien entendu, quand il revient, il y a un affrontement avec Scar qui est très, très dure, très violente, mais qui est d'autant plus violente que va y avoir de la persécution, de la manipulation, l'arrivée d'un secret dans tout ça, secret qu'on dévoile publiquement, puis en fait, par la suite, compréhension du fait que ce faux secret cachait la réalité. Bref, c'est extrêmement intéressant d'un point de vue symbolique, cette scène. Et quand la vérité sur la mort de Mufasa est révélée, Simba peut enfin se dégager de cette culpabilité qu'il traînait avec lui depuis tant d'années et qui le paralysait complètement. D'un point de vue psychanalytique, le fait de mettre des mots sur un secret et du coup de le lever, de le faire disparaître, puisque à partir du moment où on en parle, ce n'est plus un secret. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. C'est une démarche extrêmement importante pour sortir de la honte. Parce que tant qu'on garde quelque chose en soi sans le verbaliser à soi-même et sans le verbaliser à quelqu'un d'autre, alors ce mensonge ou cette information cachée, elle a un pouvoir énorme sur nous. Elle a un pouvoir destructeur. À partir du moment où on met des mots dessus, où on verbalise la honte, on verbalise la peur, alors à ce moment-là, on lui enlève son pouvoir. Et donc, le pouvoir de destruction disparaît, ou du moins est tellement amenuisé que ça en devient tout à fait gérable. Donc d'un point de vue, là je vous ai raconté toute l'histoire, ça se termine bien entendu par le lion Simba et le nouveau roi du royaume des lions. Et la dernière image, Simba avec Nala a eu un enfant. On apprendra dans le Roi Lion 2 que c'était une fille, on ne le sait pas à ce moment-là, on voit juste un lionceau. Scène qui fait écho à la première scène du film et donc au fait que c'est le grand cycle de la vie. C'est très beau, c'est magnifique. Dans une perspective analytique jungienne, le parcours de Simba, c'est un voyage d'individuation. Chez Freud, l'individuation, c'est le fait qu'un sujet, c'est-à-dire un individu, une personne, va progressivement devenir elle-même en intégrant les différentes parts de sa personnalité, notamment, pas que, mais notamment les parts d'elle-même qu'elle a niées ou qu'elle a rejetées, souvent de manière inconsciente. Bonjour le chat. Hop. Donc ça... Oh, t'es toute mouillée. Allez, hop, descends. Donc ça, ce processus-là, le fait de passer par différentes étapes... Pardon. Non mais je ne suis pas une serpillière. Va t'essuyer ailleurs. Désolée pour l'intrusion. Je me retrouve pleine de poils de chat mouillés partout. Où est-ce que j'en étais dans le processus d'individuation de Simba? Vu sous l'angle de Jung, je disais donc, oui, c'est en fait, ce dessin animé, il représente toutes les étapes de développement d'un être humain qui passe de l'enfance à l'adulte, en traversant des épreuves, en traversant des traumas,
et, et en devenant un individu à part entière. Donc le processus d'individuation pour Jung. Hop. Le fait que Simba se confronte à sa part d'ombre. La part d'ombre, c'est un concept jungien que j'aime beaucoup. C'est pas forcément tout ce qui ne va pas, toutes des choses horribles de notre vie. C'est surtout ce que l'on n'a pas encore conscientisé. Dans l'ombre, là, techniquement, on met bien entendu Scar, qui représente la part d'ombre de Simba, mais aussi toute la culpabilité de Simba, ça fait partie de son ombre. Et donc quand techniquement il va se confronter à son ombre, il va revenir dans le royaume qui, très visuellement, devient lumineux. Tout ça, ça peut vraiment être compris comme des étapes d'un cheminement intérieur. Et à la fin, Simba, il ne redevient pas le lionceau qu'il était. Il n'est plus insouciant, il a traversé la perte, il a traversé du deuil, il a dû combattre pour retrouver sa place. Et donc ça, toute cette démarche-là, ça symbolise vraiment une transformation psychique. Cette transformation, je la trouve très intéressante dans le dessin animé parce que, bien entendu, on parle très peu de l'image de la mère quand même dans ce dessin animé, mais par contre, on peut parler du fait que Simba, qui jouait à être son papa quand il était petit, n'est plus dans une logique d'imitation. Il ne cherche plus à ressembler de manière idéale à son père. Il accepte en fait de devenir roi à sa manière. Et ça, c'est quelque chose qui est, je trouve, une très bonne image du développement sain d'un être humain. Se développer pour être qui il est lui-même et non pas pour ressembler à ce qu'il a intériorisé comme étant ce qu'il devait devenir. Or ça, entre ce qu'on nous dit et ce qu'on intériorise inconsciemment, il peut y avoir des écarts très grands avec qui on est réellement. Ce moment où il devient roi, d'un point de vue symbolique, je voudrais aussi refaire un petit point sur l'aboutissement du travail du deuil. Je vous ai déjà dit que moi, en ce qui me concerne, le travail de Christophe Fauré est extrêmement intéressant, moderne. Si vous souhaitez en savoir plus, vous, sur les procédures, la procédure du travail du deuil. Mais pour en revenir au basique, si je reviens à Freud, qui a écrit notamment Deuil et mélancolie, il y a ce process en fait dans le deuil qui va consister à changer notre investissement affectif. On va l'enlever de notre investissement de ce qu'il appelle l'objet perdu. L'objet, ça peut être une personne, bien entendu. Non pas pour simplement enlever, retirer notre affection, mais simplement pour la réinvestir ailleurs. Freud présente ça comme étant un travail du deuil intégré. Et donc Simba, finalement, quand il fait ça avec l'image de son père, il ne se contente pas simplement de dire « mon père est mort et je suis triste », il reprend la place du roi, la place de son père, mais il le fait d'une manière intégrée, il n'est plus dans son ombre, il a intériorisé l'héritage paternel. Et donc là aussi, d'un point de vue symbolique de la gestion de la perte, ce dessin animé est très fort et impacte beaucoup, je trouve. C'est le chat qui vole la vedette. Donc le roi lion, je voudrais conclure quand même un petit peu avec tout ça. Ça suffit les câlins pour partir ? Le roi lion, déjà c'est un conte animalier. Le dessin animé à l'époque était très beau avec des effets qui étaient là aussi une nette progression. À chaque dessin animé, il y a des progressions technologiques, techniques. Mais c'est vrai que le dessin animé lui-même était superbe avec des travelling, des angles de vue, des mouvements de caméra rarement vus auparavant et en tout cas pas à ce niveau-là, ce qui fait qu'il y avait vraiment une intensité émotionnelle. D'ailleurs, le film qui est sorti il y a quelques années en live action très très beau, quand on sait que absolument tout est fait en images de synthèse, même l'herbe et les décors. J'étais épatée de l'apprendre parce que c'est vraiment superbe. Et puis d'ailleurs, oui, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Il y a un dessin animé japonais qui s'appelle Kimba le lion, qui était sorti quelques années avant Le Roi Lion, je crois dans les années 80, et qui visiblement a inspiré les créateurs de chez Disney. Il y a eu une polémique dessus, mais
c'est un très bon exemple, bon, je vous en parlerai une prochaine fois, mais c'est un très bon exemple d'inspiration inconsciente. Et d'un point de vue psychologique, ça peut être intéressant justement de creuser un tout petit peu la question. Bref, Le Roi Lion, c'est une histoire avec des animaux. C'est anthropomorphique, puisque bien sûr, ce sont des animaux à qui on prête des émotions et des comportements humains et une trajectoire. La filiation, l'accession au trône, tout ça, c'est profondément humain. Ça nous parle d'un enfant qui doit faire face à la perte, qui doit faire face au deuil, à la culpabilité, à la désillusion, pour pouvoir devenir un adulte qui sera capable d'assumer sa place et d'assumer ses responsabilités. Et c'est sans doute ce qui rend ce film si puissant d'un point de vue émotionnel, c'est que on peut tous se reconnaître en fait dans cette transmission de l'innocence à la confrontation avec la réalité, même si on n'a pas vécu des choses aussi douloureuses, et je vous le souhaite, des choses aussi douloureuses que la perte de son papa devant soi. Mais comme tout ça, voilà, toutes ces émotions extrêmement fortes sont un petit peu mises à distance par l'anthropomorphisme, le fait qu'on mette cet arc développemental avec des animaux mignons et pas avec des êtres humains, ça permet que cette extrême violence avec la réalité de ce que vit Simba soit supportable et soit intégrable pour les spectateurs, et notamment les jeunes spectateurs. Et donc, je trouve qu'en ce sens-là, Simba, il va vraiment incarner un mouvement psychique. Il va incarner le mouvement qui consiste à quitter les illusions de l'enfance, son sentiment de toute puissance et de sécurité et de potentielle future liberté, pour faire le deuil de la toute-puissance, pour accepter l'idée qu'on ne peut pas tout et qu'on a des responsabilités malgré tout. Et finalement, petit à petit, devenir soi, avec son histoire, avec ses blessures et avec tous ses héritages. Et donc, c'est une très belle histoire, Le Roi Lion. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas d'équivalent. Voilà. Il y a eu plein de dessins animés qui vont parler de plein de choses différentes. Même si on se concentre uniquement sur Disney, il y a quand même beaucoup d'histoires qui vont aborder la filiation sous différents angles. Mais Le Roi Lion, ça reste quand même un dessin animé, une histoire fondatrice dans la compréhension du développement humain. Voilà, désolée pour l'interruption et j'ai un petit peu perdu le fil à cause du chat, mais j'espère avoir été assez claire. Merci de m'avoir suivi dans cette nouvelle analyse pop culture et psycho. N'hésitez pas à me partager vos remarques, vos critiques, vos idées pour une prochaine vidéo. Et puis bien entendu, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt, bye bye.